Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Content de vous revoir. Alors l'actualité est riche encore en problèmes. On reviendra sur Israël bientôt. Je prépare une émission avec des témoignages directs de gens qui ont été pris en otage. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas j'essaye de faire quelque chose parce que quand on écoute les médias traditionnels ici et les médias sociaux même, pour les influenceurs, on n'a qu'un seul son de cloche, c'est-à-dire souvent les représentants d'islam radical ou des journalistes indépendants, mais qui sont associés avec un camp, soit à Cisjordanie, soit à Gaza. Fabrice de Pierrebourg fait un travail remarquable. Par contre, il faut souligner qu'il est obligé de tenir compte de différentes choses. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'Europe de l'Est, parce que on en a parlé avec Poutine, mais vous allez voir que là, on va avoir un point de vue tout à fait original et différent, et c'est important pour moi toujours d'essayer d'apporter cette originalité de point de vue pour susciter le débat et éventuellement les conflits d'idées, parce que c'est ça la démocratie. C'est pas celle que vous avez à Radio-Canada ou celle que vous avez dans d'autres médias. Le conflit d'idées, le débat fait partie des valeurs démocratiques que Lux Media défend depuis ses origines. Et j'aimerais le rappeler ici, c'est important. Et pour ça, nous avons l'occasion de recevoir Nathaniel Garteska, qui est lui journaliste indépendant en Pologne, qui va nous parler des derniers résultats d'élections. Mais avant ça, on va parler d'un phénomène qui est intéressant parce que vous avez un Polonais qui est né en France, à Paris, mais qui a décidé, parce qu'on disait toujours en 91, quand on a fait chuter le mur, bah, les gens allaient de l'Est vers l'Ouest. Mais lui, non. Il y a 10 ans, il a décidé de partir en Pologne, et on va savoir pourquoi. Alors, vous êtes né à Paris en 1988, alors pourquoi avoir fait ce choix, Nathaniel? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Bonjour à vous, Monsieur Leray, et bonjour à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent. Oui, comme vous l'avez rappelé, je suis né à Paris en 1988, donc il y a 35 ans. Et il y a une dizaine d'années, j'ai fait le choix de déménager, de m'installer en Pologne. Tout d'abord, parce que j'ai des origines polonaises et donc j'ai des racines familiales en Pologne. Euh, Ma mère et ma grand-mère m'ont appris le polonais quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, et j'ai beaucoup voyagé dans ce pays-là. Donc pour moi, l'expatriation n'était pas quelque chose de très compliqué à envisager. Si j'ai fait le choix de quitter la France, et beaucoup de Polonais me demandent, justement, beaucoup de Polonais me disent, mais nous, on va aller en France, à Paris, et toi, tu es parisien et tu vis en Pologne. Et, euh, et paradoxalement, c'est en Pologne que j'ai reçu des opportunités professionnelles très intéressantes pour moi car le business se développe. La Pologne est un pays qui se développe très rapidement économiquement. C'est un pays qui a une économie montante dans l'Union européenne et de nombreuses sociétés, de nombreux groupes français investissent et ouvrent des filiales en Pologne. Et sachant que je suis bilingue, pour moi, ça m'ouvre de nombreuses opportunités professionnelles ici en Pologne, en particulier à Varsovie. Par ailleurs, quitter Paris était certes difficile parce que j'y ai laissé mes parents, mais d'un autre côté, j'ai trouvé à Varsovie un, un environnement civilisationnel qu'on ne connaît plus en France depuis des décennies. Je m'explique. Euh, je- la plupart de mes amis français qui viennent en Pologne me disent tout de suite que la Pologne, c'est, je cite, la France de mon enfance. Pour des gens qui ont 40, 50 ans, c'est la France des années 50, 60, celle qui n'existe plus aujourd'hui, qu'ils retrouvent en Pologne. Il y a encore un petit peu cette douceur de vivre, cette civilisation occidentale, cette culture occidentale qu'on ressent. Il n'y a pas cette violence dans les rues, il n'y a pas cette agressivité dans les rues, dans l'espace public. Il n'y a pas la structure sociale polonaise ressemble beaucoup à la structure sociale française il y a 50 ans. Et justement, ceci attire de plus en plus de Français. Ce n'est même pas moi. Moi, j'ai des origines franco-polonaises. Donc pour moi, c'est facile. Mais je connais beaucoup de Français qui n'ont aucun lien avec la Pologne chaque année qui émigrent de plus en plus nombreux, qui viennent en Pologne s'installer souvent avec femmes et enfants, et pour beaucoup de raisons.
J'ai interviewé Stéphane Courtois pour parler de son dernier livre, Le livre noir de Poutine. Alors je rappelle que c'est l'auteur aussi du livre noir du communiste qui a fait quand même plus de 100 millions de morts. Alors j'aimerais savoir si éventuellement, parce que votre analyse sur la civilisation occidentale est tout à fait pertinente, est-ce que le fait que la Pologne ait connu le communisme pendant pas mal d'années, et puis bon, son histoire elle a été colonisée, partagée entre le nazisme et le communisme, enfin bref, on reviendra éventuellement là-dessus, mais est-ce que le fait d'avoir connu cette période n'explique pas aussi cette ouverture à la liberté, alors que la France, et plutôt l'Ouest, est en train de s'enfermer avec l'Europe et dans un système justement, qui était l'URSS en fait. Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de régression en fait de l'Europe qui se tourne plutôt vers l'Est en termes de structure, de commandement et d'opération, alors que justement les Polonais et d'autres pays de l'Est ont connu cette période qui a gelé en fait toute initiative individuelle. Absolument, vous avez tout à fait raison. La Pologne, et comme les autres pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ont été colonisés, ont été conquis, colonisés par l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant, ils ont subi le totalitarisme nazi et le totalitarisme communiste, et les communistes sont restés parce que les communistes et les soviétiques sont allés jusqu'à Berlin. Et ils ont conservé toutes leurs conquêtes pendant 45 ans ensuite. Et effectivement, l'image la plus marquante, l'une des images les plus marquantes de cette époque, de cette occupation communiste et de cet ordre qui existait en Europe à cette époque, c'est l'année 1968, quand au même moment, les Français, les étudiants français manifestaient pour avoir le communisme, tandis que les Tchécoslovaques, par exemple, manifestaient pour s'arracher du communisme. Parce que eux, ils connaissaient le communisme. Eux, ils vivaient avec le communisme depuis 20 ans. Ils savaient ce que c'était le vrai communisme. Pas les professeurs de sociologie à la barbichette qui agitent le petit drapeau rouge. Non, ça c'est folklore. Voilà. Mais eux, ils connaissaient le vrai communisme. Ils connaissaient les prisons staliniennes, les salles de torture, les déportations, les exécutions, les répressions politiques. Ils connaissaient tout ça. Et effectivement, on a c'est cette France, ces élites occidentales qui se faisaient des illusions, qui étaient bercées d'illusions, qui s'imaginaient que la révolution communiste, c'était l'émancipation, c'était le progrès, c'était l'horizon de l'humanité. Et on avait ceux qui avaient vécu cette révolution communiste, qui souffraient sous la botte soviétique et qui souhaitaient par tous les moyens possibles s'en arracher, ce qu'ils ont réussi à faire après 45 ans d'occupation. Et après ces 45 ans d'occupation, ces pays-là, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc., ont rejoint l'Union européenne en pensant que ce serait la liberté, que ce serait rejoindre cette civilisation occidentale dont ils avaient été coupés pendant 45 ans, avec la liberté, l'économie de marché, etc. Et ils sont arrivés, ils voient aujourd'hui ces élites françaises, par exemple, qui se bercent toujours d'illusions vers le communisme et qui aimeraient bien, comme vous le dites, l'implanter dans l'Union européenne. Alors Raymond Aron et Jean-François Revel avaient fait l'analyse dans les années 70 et avaient lutté effectivement parce que la plupart je crois même qu'il y avait un livre, L'échec de la pensée de Finkielkraut, sur le fait que la plupart des intellectuels étaient maoïstes, trotskistes, enfin bref. Mais la réalité, alors ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes journaliste indépendant et vous avez été rédacteur à Tchikodnik Solidarność, donc le célèbre syndicat, on se rappellera dans les années 80, qui avait lutté contre le communisme. Alors parlez-nous de cette expérience pendant 1 ou 2 années dans ce célèbre hebdomadaire du fameux syndicat polonais Solidarność. Alors oui, j'y étais un petit peu moins parce que alors c'était une expérience très enrichissante. C'était le début du journalisme pour moi. Et ce sont des connaissances que j'ai faites lors de la campagne présidentielle française, parce que aussi je suis responsable de la section Pologne du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Et à cette occasion, j'ai rencontré notamment Patrick Hédry à Varsovie, qui était en charge de la version française
de la publication française de l'hebdomadaire de Solidarność. Et nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons commencé à publier ensemble. Il a fait de moi le rédacteur, son rédacteur adjoint dans ce média. Et le problème, c'est que Solidarność étant un syndicat, mais ce n'est pas un syndicat comme en France, on voit avec la CGT, la CFDT, qui sont des syndicats très à gauche, hein, communistes. Solidarność, c'est plutôt la doctrine sociale de l'Église, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus conservateur. Et c'est pour cela que l'hebdomadaire de Solidarność a lancé une version en français pour se développer sur le marché francophone des médias. Et lorsque les syndicats français ont appris ça, ils ont appelé le responsable de Solidarność et lui ont dit, voilà, si avec votre doctrine, avec votre positionnement conservateur, donc qu'on entend conservateur, on entend qui ne traitait pas de fascistes Éric Zemmour et Marine Le Pen, voilà, pour eux, ça suffit pour être considéré comme fasciste. Si, si vous venez empiéter sur notre monopole en France, eh ben, on va vous expulser, on va vous jeter de la Confédération européenne des syndicats. Et le média a dû être fermé à cause de ces pressions. Donc effectivement, ça a duré presque un an, un peu plus d'un an, effectivement, l'existence de ce média, mais malheureusement, ça s'est terminé l'année dernière, plus ou moins au moment de l'invasion russe de l'Ukraine. D'accord. Alors, on va revenir sur Poutine, parce que je trouve que votre explication de cette assurance des intellectuels, même en France, on le voit bien. Hein. Bon, alors vous êtes devenu rédacteur au mensuel d'opinion polonais. Alors là, je ne peux pas le prononcer, donc je préfère vous laisser la parole. Wszystko, co najważniejsze, qu'on peut traduire par l'essentiel. L'essentiel, bon, parfait. Alors, vous, pour être clair avec tout le monde, c'est que vous représentez Reconquête Pologne. Et donc, vous avez travaillé notamment avec Alain Oueljad, qu'on a reçu ici, puisqu'il représente l'Amérique du Nord pour Reconquête. Je travaille toujours. Comment? Je travaille toujours. Ouais, et vous avez fait la campagne présidentielle d'Éric Zemmour en Pologne. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. La campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Alors, et puis en Pologne. Oui, bien sûr. Je suis Éric Zemmour depuis qu'il a commencé sa carrière médiatique au début des années 2000. La première fois que je l'ai vu à la télévision, tout à coup, j'ai été fasciné. C'était une époque en France où la droite ou les idées de droite ne parvenaient pas encore à se faire entendre. La gauche était omniprésente, les idées de gauche étaient omniprésentes et elles avaient le monopole des opinions dans le paysage audiovisuel français. Et Éric Zemmour était l'une des premières personnalités de droite à avoir la parole dans les médias, mais dans les médias publics. Et c'était une droite libérale conservatrice, très conservatrice, mais qui ne versait pas dans certains extrémismes, qui m'a beaucoup plu. J'ai acheté les livres d'Éric Zemmour, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et lorsqu'il a lancé son mouvement politique à l'été 2021, son premier, avant Reconquête, il y avait les amis d'Éric Zemmour. Alors j'étais déjà en Pologne et je me suis dit, bah, ce serait une bonne idée, dans l'optique des élections présidentielles qui allaient arriver, d'essayer de mobiliser les Français, la communauté française, d'essayer de lui faire découvrir Éric Zemmour, essayer peut-être voilà, de créer quelque chose, une structure. Et ensuite, effectivement, cette structure a été remarquée par Reconquête, par le siège de Reconquête, et ils m'ont nommé responsable donc, de la structure en Pologne. Ça s'est très vite développé. Nous avons atteint une soixantaine d'adhérents et quelques dizaines de sympathisants, ce qui est pour une communauté de Français à l'étranger, ce qui a été un très très bon résultat. Et à l'élection présidentielle, Éric Zemmour en Pologne a obtenu la seconde place avec un score de 15%. Voilà, et oui, c'était la meilleure position d'Éric Zemmour dans notre circonscription européenne, d'Europe centrale, Allemagne, Balkans. La seconde place d'Éric Zemmour en Pologne, grâce au travail de toute l'équipe. Donc, nous en sommes particulièrement fiers.
Alors ensuite, les élections sont passées, mais la structure continue à exister. Nous avons toujours nos adhérents, nous avons toujours des sympathisants et nous allons commencer à préparer les élections européennes l'année prochaine. Donc ce sera à quelle période l'élection européenne? Les européennes ont lieu en juin 2024. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur votre histoire parce que vous êtes aussi de religion juive. Alors, bon, ça me paraît important vu le contexte parce que la prochaine question, ça va être sur Israël, bien sûr. C'est la situation des camps de concentration en Pologne. Il y a eu quand même une sorte d'antisémitisme en Pologne et j'aimerais savoir si vous, en tant que juif et polonais, vous avez senti ça en revenant en Pologne ou si vos parents avaient fui ou étaient partis de Pologne à cause de cet antisémitisme. Alors oui, il y a plusieurs questions. C'est un sujet extrêmement complexe. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Je parle à énormément de personnes là-dessus. J'ai lu énormément de livres aussi. J'ai recueilli beaucoup de témoignages. C'est un sujet très complexe parce que c'est un sujet où il y a beaucoup d'émotions. La communauté juive de Pologne, l'histoire de la communauté juive de Pologne est très riche. C'est une histoire de 1000 ans. Pendant des siècles, la Pologne a été le pays, je n'ai pas peur de le dire, l'un des pays les plus tolérants d'Europe. À l'époque, au Moyen Âge, quand les Juifs étaient expulsés de tous les de France, du Saint-Empire germanique, d'Italie, de la péninsule ibérique après la Reconquista, ils étaient interdits de séjour dans les îles britanniques, en Scandinavie, en Russie. Ils allaient en Pologne. Et ce processus a duré pendant des siècles. Et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 3,5 millions de juifs en Pologne. C'était 10% de la population du pays. Je ne sais pas si vous imaginez un pays européen avec 10% de juifs. C'était la Pologne. Et avec des régions qui aujourd'hui, on va dire, sont à cheval entre l'est de la Pologne, l'ouest du Bélarus et le nord-ouest de l'Ukraine. Dans cette région-là, la part des juifs allait même jusqu'à 40-50%, avec des villes comme Białystok, Lublin, Lwów, Wilno, où il y avait une proportion de juifs de 40%. La capitale de la Pologne, Varsovie, avait 300 000 juifs, plus de 300 000 juifs, c'était un tiers de la ville. Donc ça montre quand même l'ampleur à travers les siècles de cette cohabitation entre les juifs et les Polonais. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a envahi la Pologne, l'Allemagne nazie a commis la Shoah, l'Union soviétique a envahi la Pologne, elle a participé à la Shoah. Il y a eu des collaborateurs polonais qui ont participé aussi, qui ont aidé les Allemands, et cette communauté polonaise a quasi entièrement disparu. Aujourd'hui, on la compte à plus ou moins 10 000 personnes qui sont réparties principalement entre Varsovie et Cracovie. Il existe deux petites communautés qui sont visibles. Elles ne se cachent pas. Ce n'est pas comme en France où on déconseille aux Juifs de sortir ou de mettre leur kippa dans l'espace public. Non, il n'y a pas de cordon de police devant les synagogues de Varsovie et de Cracovie. Euh, donc, je n'ai pas rencontré l'antisémitisme qu'on ressent dans la société française du fait d'une certaine immigration arabo-musulmane depuis 50 ans en France. Il n'y a pas ceci en Pologne parce que la Pologne, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été occupée pendant 45 ans par l'Union soviétique, mais à cause de ça, grâce à ça, on pourrait dire, s'il y a eu une chose positive à cela, c'est qu'il n'y a pas eu à cette époque d'immigration massive arabo-musulmane et africaine en Pologne, et il n'y a toujours pas aujourd'hui. Grâce à cela, la Pologne a pu se préserver des manifestations contemporaines de l'antisémitisme, les attentats, les agressions dans la rue, etc. Il y a toujours un le vieil antisémitisme qu'on retrouve dans tous les peuples européens, qui date de plusieurs centaines d'années, cet antisémitisme, on va dire un petit peu, hum, qui fait des Juifs le peuple déicide, hein. Il y a toujours ce stéréotype que les Juifs, voilà, donc ça existe toujours un petit peu, mais ça ne se manifeste pas concrètement, matériellement, physiquement dans la rue. Les Juifs vivent normalement en Pologne, il n'y a aucune agression, aucun attentat, rien du tout. D'accord. Merci pour cette précision. C'est très instructif au niveau historique. Ça permet de donner du sens à tout ça. Puis c'est vrai qu'on est surpris parce que jusqu'à Vatican II, les chrétiens considéraient les Juifs comme responsables de la mort du Christ. Et puis il a fallu attendre la Shoah pour que l'institution du Vatican prenne les choses en main
Et quand en 1964, moi je suis né en 65, on décide de dire que non, les Juifs ne sont pas responsables de ça. Mais c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu un transfert de cet antisémitisme vers l'islam. Enfin, je ne dis pas tous les musulmans, mais certaines, disons, islam politique, qui assument aussi cet antisémitisme. On l'a vu avec le grand mufti de Jérusalem, par exemple, au moment de sa relation avec Berlin et Hitler, quand il a conseillé à Hitler de la solution finale. Mais bon, alors j'aimerais revenir aussi sur... Excuse-moi si je peux rajouter un élément, à noter que Jean-Paul II, qui était un pape polonais, a eu une très grande influence sur la Pologne et la position de Jean-Paul II à l'écart du judaïsme est très œcuménique, très ouverte et ça a beaucoup influencé les Polonais. C'est une très bonne chose, effectivement. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. J'étais là aussi. Alors, ce qui est important aussi, j'aimerais juste finir sur l'Ukraine et puis et l'Europe, donc avant de passer à Israël et aux résultats des élections législatives polonaises du 15 octobre. Mais c'est lié quand même, parce que comment expliquez-vous la position de la Pologne et sera-t-elle toujours la même après les élections là par rapport à la politique de Poutine d'envahir l'Ukraine? Alors, on a vu justement à l'intérieur de Reconquête une tendance pro-Poutine, et on l'a vu aussi, je vais recevoir Pierre Cassan dans quelques instants de Riposte Laïque, qui vient de démissionner de Reconquête, mais il va expliquer pourquoi. Mais on a senti qu'elle est ce qu'on qualifie d'extrême droite, mais pour moi, donc les gens qui sont pour la liberté et les responsabilités, donc plutôt qui ont cette attirance vers, en fait, d'après Stéphane Courtois, donc un adepte du KGB, puisque le modèle que défend Poutine, en fait, c'est l'ex-URSS et en fait Staline. Alors pourquoi être attiré par un personnage aussi communiste que vous avez connu en Europe de l'Est et qui a fait ce qu'on connaît comme résultat? Comment ça se fait qu'à l'intérieur de Reconquête ou d'autres groupes politiques ou religieux, ou en tout cas, soient attirés par, on va dire les choses très clairement, vers le dictateur Poutine, quoi. Alors, c'est un élément que vous avez raison, dont vous avez raison de parler. Alors, il faut distinguer entre certains responsables et l'électorat, les adhérents, les militants. Lorsqu'il y a eu des sondages sur l'électorat de Reconquête, et la majorité de l'électorat de Reconquête soutenait davantage l'Ukraine que la Russie. Par contre, certains membres donc, de l'état-major, effectivement, il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Il y a certains cadres qui sont plutôt pro-russes, d'autres qui sont plutôt pro-ukrainiens. Et effectivement, les débats sont très vifs au sein même du parti, ce qui est une bonne chose. Nous sommes en démocratie. Il y a effectivement une attirance dans la société française en général à l'égard de la Russie et de toutes les composantes des élites politiques françaises, je synthétise, de l'extrême gauche à l'extrême droite. La gauche a une tendresse envers le passé soviétique de la Russie et de son positionnement anticapitaliste, anti-américain. Donc la gauche a toujours cette tendresse-là, ces sympathies pour la Russie et pour ses taxes. Venezuela, on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon et son attirance pour le Venezuela. Donc l'islamo-gauchisme de Jean-Luc Mélenchon avec le Hamas, on le voit actuellement. L'Iran, la Russie, ces taxes anti-occidentales. Donc il y a toujours voilà, cette attirance pour la Russie. Le centre, entre guillemets les libéraux, mais bon, on va dire les centristes, du centre-gauche au centre-droite, ces gens-là voient dans la Russie un grand marché, un pays avec des opportunités de déboucher pour l'économie française, des contrats gaziers, un marché gigantesque et beaucoup de gros contrats à la clé. C'est Lionel Jospin qui va, à la fin des années 1990, lancer le business français en Russie, jusqu'à Macron qui participe au sommet de Saint-Pétersbourg en 2018 et qui fait signer de gigantesques contrats entre Gazprom et Total. Donc, cette mouvance-là, on va dire, est attirée par les opportunités business en Russie. Quant à la droite, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté la droite gaulliste, souverainiste, qui est à équidistance, qui essaie de se mettre en équidistance entre les États-Unis et la Russie pour faire valoir la spécificité française au sein de l'Europe. Donc, sachant que la France est liée aux États-Unis par beaucoup d'accords, par
par la participation à l'OTAN, etc., qui considérait comme un rééquilibrage un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Il y a la droite conservatrice qui voit dans la Russie, et c'est grâce à une propagande russe extrêmement efficace, donc extrêmement dangereuse, qui voit dans la Russie le bastion de la civilisation européenne blanche, chrétienne, conservatrice. Quand on se penche sur la réalité de la société russe, sur les chiffres, quand on lit les rapports sur la Russie, on voit très bien que c'est faux, que c'est de la propagande russe, que la société russe est complètement délitée, qu'il n'a rien de conservateur, qu'il n'a rien de très chrétien. Et pour ce qui est de sa, entre guillemets, sa supposée blancheur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, c'est aussi comme la gauche se faisait des illusions sur l'Union soviétique, la droite se fait des illusions sur le prétendu conservatisme de la Russie poutinienne. Et donc, tous ces éléments-là à droite se mélangent et bah, ça donne les positions que vous avez qui vont d'une simple volonté, entre guillemets, de rééquilibrage jusqu'à un soutien clair, affirmé de l'extrême droite, bah, si on peut appeler ça comme ça, de certains éléments de la droite très droite, jusqu'à un soutien clair, affiché, affirmé à Vladimir Poutine. Et comme je viens de vous le dire, c'est toutes les élites politiques françaises qui sont russophiles depuis 150 ans. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, ça remonte aux emprunts russes. Donc Absolument, la Troisième République. Ça, on se rappellera. Parce qu'effectivement, il y avait la guerre de 70, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. À chaque fois, l'Empire ottoman était de l'autre côté avec les Allemands, alors que la Russie s'est toujours trouvée, entre guillemets, du bon côté. C'était l'alliance de revers contre l'Allemagne, qui à une époque était représentée par l'Empire ottoman, François Ier, on se souvient, puis ensuite par la Pologne. Pendant un certain temps, c'est la Pologne qui a représenté cette alliance de revers contre le bloc germanique. Et quand la Pologne est tombée, a cessé d'exister, c'est la Russie qui a repris ce rôle. Tout à fait. Alors, on va rebondir parce que vous avez parlé de l'axe, et c'est important de se resituer. Nous sommes dans le camp de la liberté et des valeurs occidentales, et nous sommes confrontés donc à la Russie de Poutine, qui depuis 30 ans s'accroche au pouvoir, mais aussi, vous l'avez souligné, la Chine, qui est une Chine quand même communiste, qui traite les Ouïghours. Ça ne les gêne pas, là. Les Ouïghours sont en train de se faire massacrer dans les camps de concentration. Ça ne gêne pas. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'on parle du Tibet aussi, des vrais peuples, vous voyez. Le Ouïghour, il y a des raisons pour lesquelles il se comporte comme ça. Bon, ça monte au 19e siècle, mais peu importe, on ne traite pas une minorité, même s'ils sont plusieurs millions, de cette façon. Le Tibet est en train, on assiste à un génocide culturel, mais ça non plus. Ça. Et puis autour d'Israël, donc je m'approche d'Israël, on voit bien que les différents pays qui ont récupéré la plupart des SS, d'ailleurs, 39-45, on parle de 55 000 à près de 100 000 SS qui se sont convertis à l'islam, qu'on a retrouvés parmi les conseillers de Nasser, par exemple, en Égypte ou en Syrie ou en Irak. Après, on s'étonne qu'en 1948, les 6 armées aient attaqué Israël, qui venait d'être donc recréé. Alors, quelle est votre position par rapport à Israël? Le fait que Hamas ait donc attaqué Israël, et on sait que ça dépassait les 1500 victimes. Je rappelle que Pearl Harbor, c'était 1500 victimes, et que les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon et à l'Allemagne, et que le 11 septembre, c'est la même chose. Bon. Mais là, il y a quand même une confusion de l'aide occidentale à Israël. On a vu Trump limiter l'argent et ne plus donner d'argent à l'Iran et à toutes les organisations terroristes. Et là, Biden, depuis un an, on l'a vu dans un article récent de Guy Millière, on parle de 100 milliards de dollars et les derniers 6 milliards ont été donnés en septembre. Alors pourquoi s'étonner? J'aimerais avoir votre position. Pourquoi s'étonner qu'il y ait une attaque de telle ampleur, avec une telle sauvagerie et surtout une organisation? On a vu d'un côté le groupe Wagner former les militaires, parce qu'on, même si c'est des terroristes, ils ont appliqué des méthodes militaires. Et on voit Biden, donc on voit des bateaux, mais en même temps il donne l'argent depuis un an, plus de 100 milliards de dollars à l'Iran, qui va quand même qui veut s'équiper d'une bombe atomique quand même. Il l'a dit. Vous avez la Chine qui observe derrière parce qu'elle veut récupérer Taïwan. On sent quand même que l'axe qui est contre la liberté s'organise et que Israël, j'ai l'impression, en fait des frais. Israël est la pointe avancée
de la civilisation occidentale en Asie. Il faut le dire, il faut le répéter, Israël fait partie intégrante de notre civilisation et de notre camp. Nous n'avons pas le droit d'abandonner Israël, un pays, un tout petit pays, isolé géographiquement au milieu d'un océan de pays qui souhaitent sa destruction, un petit pays de 7 millions d'habitants, de 7 et 10 millions d'habitants au milieu d'un océan, si je puis m'exprimer ainsi, d'un milliard de personnes qui souhaitent, en partie, pas tous, bien évidemment, sa destruction. Et Israël, malgré tout, a survécu. Ça fait 70 ans qu'Israël survit dans ces conditions. C'est remarquable. Et Israël mérite ainsi notre soutien. Donc, tout est imbriqué. Vous avez évoqué le fait que l'Iran, la Russie, la Chine jouaient un trouble jeu. Effectivement, le Wall Street Journal a publié l'information hier, je crois, ou ce matin, sur laquelle quelques semaines avant l'attaque contre Israël, il y a 3 semaines, 500 combattants du Hamas et du djihad islamique avaient été formés, avaient reçu une formation spéciale en Iran. L'Iran qui fournit des armes, des drones à la Russie, euh, et l'Iran envers lequel Biden a relancé un processus de négociation et d'aide. Tout ça, tout est lié. Et comme vous l'avez rappelé, Trump tenait un petit peu quand même à ce que les choses soient très claires, ce que le bloc occidental vraiment ne cède rien au bloc anti-occidental, mais Biden, et comme le souligne très bien Guimière, Biden a brouillé les cartes ici. Et certaines armes, quand Biden a fait quitter, a mené cette retraite désordonnée et chaotique des troupes américaines en Afghanistan, beaucoup d'armes qui ont été laissées abandonnées par les soldats américains se sont retrouvées à Gaza. L'Afghanistan, là, plus de 80 milliards oui, pour non, le matériel. oui, mais maintenant, quand les Américains se sont retirés, quand Biden a fait retirer les troupes américaines d'Afghanistan l'année dernière, cette retraite a été menée dans des conditions chaotiques les soldats américains ont été obligés d'abandonner beaucoup de matériel sur place et ce matériel s'est retrouvé dans les tunnels à Gaza. Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, il y a bien sûr aussi la façon dont les médias occidentaux couvrent la réalité israélienne. Que pensez-vous de cette réalité? Parce que entre la réalité israélienne et ce que vivent, bon, moi par exemple, je me suis inscrit sur Red Alert. Il y a quand même c'est incroyable de voir qu'une société moderne comme Israël soit obligée de vivre ce que j'explique à mes enfants quand ils entendent le bruit de la sonnerie. Ils sont sous pression constamment et il y a toujours cette théorie qu'il y avait un peuple avant, alors qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'il y avait l'Empire ottoman pendant 500 ans, que c'était une simple province, qu'il n'y a jamais eu de peuple avant et que c'est une invention du KGB. Est-ce que cette thèse de l'invention d'un peuple dans les années 60 vous êtes d'accord avec ça ou au contraire vous concevez qu'il y ait pu y avoir, avant Arafat qui est né en Égypte et non pas à Jérusalem, et à l'époque du grand mufti, c'est-à-dire qu'il y avait la Waffen-SS musulmane créée en Bosnie et dont d'ailleurs je crois que Arafat était lié avec la famille, disons, qui avait formé cette Waffen-SS et qui ont formé les cadres de l'OLP à la base. Alors, est-ce que cette origine un peu particulière de cet organisme-là est-elle vraiment le fruit du KGB? J'ai oublié de poser la question à Stéphane Courtois là-dessus parce que ça me paraissait important de voir que ça a été d'abord une lutte entre deux blocs qui étaient à l'époque l'URSS et l'Occident à travers les États-Unis, qui expliquerait que pour emmerder l'Occident, ils ont voulu neutraliser Israël à travers la création d'un peuple. C'était facile puisqu'ils avaient abandonné le mot Palestine, ils avaient abandonné la langue, alors que tous les passeports sous le mandat anglais jusqu'en 1948 étaient juifs, c'est-à-dire le passeport palestinien s'était associé aux juifs. Même le drapeau, on avait la couleur bleue, mais c'était très associé à ça. Alors, est-ce que vous concevez qu'il y ait pu y avoir une confusion? Parce que même aujourd'hui, dans les médias au Québec, par exemple, on a vu Jean-François Lépine
et d'autres intervenir dans des émissions qui parlent de peuples qui étaient là avant et que donc ils occupent un territoire. Voilà. Les Juifs n'ont en réalité jamais quitté la Palestine, même après qu'ils aient été expulsés par les Romains. Il y a toujours eu une petite communauté juive qui s'est maintenue en Palestine pendant des siècles, et donc pendant 2000 ans. Et donc non, ce n'est pas comme si les Juifs étaient apparus soudainement de nulle part et auraient réclamé une terre qui ne leur appartiendrait pas. Non, il y avait toujours des Juifs sur cette terre, il y avait aussi des Arabes, etc. Mais les Juifs étaient là, ils n'ont jamais quitté la Palestine. Une partie est restée, et donc ce lien que les Juifs ont envers cette terre d'Israël est plurimillénaire. Euh, L'an prochain à à Jérusalem. Jérusalem, bien sûr, que disait qu'il y a la diaspora, les Juifs qui ont été expulsés et qui chaque année récitaient en diaspora. Donc non, ce lien n'a jamais été rompu en réalité. Donc dire que les Juifs arrivent et colonisent une terre qui ne leur appartient pas est totalement faux. Euh, Je vais vous laisser développer, mais j'aimerais juste une petite explication avant de continuer votre raisonnement. J'aimerais revenir sur le mot Palestine. Alors, est-ce que ça a été donné à cette région, donc, parce qu'ils prétendent que Jésus est né en Palestine, attention. Hein. Donc, la destruction du deuxième temple s'est faite en 70 après Jésus-Christ, donc Jésus était mort depuis 30 ou 40 ans, et c'est à ce moment-là qu'ayant dispersé le peuple juif à travers l'Empire romain, ils ont donné ce nom Palestine à cette région. Comment s'appelait cette région avant? C'est important, quand on perd le sens des mots, on perd le sens du mot liberté. Comment situer à l'époque la situation du peuple juif? alors, l'histoire est très longue, bien évidemment. On avait les royaumes d'Israélites, on avait le royaume de Juda, le royaume de Judée, Judée-Samarie, etc. Ce terme d'ailleurs qu'on utilise pour appeler la Judée-Samarie, que certains appellent donc la Cisjordanie aujourd'hui, Judée-Samarie, c'est bien la preuve que avant d'être expulsés donc, par les Romains, il y avait donc des royaumes juifs qui se trouvaient ici. Alors, le terme de Palestine existait bien évidemment il y a très longtemps. On avait un peuple, les Philistins, mais c'est un peuple qui a disparu euh, après les conquêtes babyloniennes, il me semble, oui, voilà ça. Et ce terme de Palestine, donc qui était associé Du premier temple, c'était au moment de la destruction du premier temple. et ce terme a été repris par les Romains en tant que guerre culturelle pour déjudaïser culturellement ces terres-là. Ils ont récupéré ces termes de Palestine, qui étaient liés aux Philistins, qui n'existaient plus depuis des centaines d'années auparavant, pour signifier que ce n'était plus les Juifs, c'était la Palestine. Ce terme s'est maintenu ensuite pendant des siècles, parce que comme les Romains l'avaient appelé ainsi, l'Empire romain a duré 1000 ans, forcément, ce ne sont pas des noms qui disparaissent facilement comme ça. Ce mot-là s'est maintenu, et effectivement, il est entré dans les esprits. Il est très difficile aujourd'hui de faire comprendre que ce mot-là, on pourrait presque, ce serait presque un équivalent, un synonyme d'Israël, en fait, tout simplement. Et que la Palestine, en réalité, c'est Israël. Et que ce thème de Palestine a été utilisé uniquement à des fins de guerre culturelle, afin de déjudaïser culturellement cette région. Oui, puis dans les années 48, il y avait le panarabisme avec Laurence d'Arabie, donc on ne se préoccupait pas du tout de la création d'un État pour le peuple palestinien. Puis, Non, donc à ce moment-là, la décision de l'ONU, je sais qu'Israël a accepté la création de deux États, ce sont les Arabes qui ont refusé. L'ont refusé absolument, et ça, il faut toujours le rappeler. Et le plan de partage donc, de cette région qui avait été proposé par l'ONU était, quand on compare à Israël aujourd'hui, était très désavantageant pour les Juifs, était très avantageux pour les Arabes. Et donc, s'ils l'avaient accepté à l'époque, peut-être qu'on aurait évité tout ce conflit, ou peut-être pas, parce que, effectivement, ma théorie, effectivement, c'est que même s'il y avait eu deux États à l'époque, et même s'il y a deux États maintenant ou dans quelques années, ça ne signifiera pas la paix. Une partie des extrémistes islamistes, une partie des élites musulmanes ne souhaitent pas l'existence d'un État juif
au Proche-Orient. Et même si les Arabes palestiniens reçoivent leur État, ça ne certifiera pas, ça ne garantira pas la sécurité de l'État d'Israël. Toujours pas. Et donc, si on autorise la constitution d'un État arabe côte à côte d'Israël qui serait constitué de Gaza et de la Judée-Samarie, de la Cisjordanie, ce ne serait en rien une garantie de sécurité pour Israël. Pas du tout. Alors, donc on a compris effectivement le regard historique est intéressant parce que ça met de la perspective, parce qu'il y a eu quand même 5 guerres, donc la cinquième c'est celle du 7 octobre 2023, donc on voit bien que ça remet en cause. Alors, est-ce que vous pensez, pour finir sur l'Israël, est-ce que les accords d'Abraham qu'avait développé Trump, c'est-à-dire avec le rapprochement de l'Arabie Saoudite, on voyait bien quand même que même le Maroc, par exemple, avec son roi qui est très intelligent, le fils d'Hassan II, on sent quand même qu'il y a une ouverture du peuple arabe en général pour un rapprochement avec Israël, pour faire du commerce, des échanges touristiques, et puis avoir une bonne relation, une coexistence en différentes religions. Est-ce que ça a été le propos du consul d'Israël que j'ai reçu ici, c'est la peur de la paix, la peur de la vraie paix, celle que veut Israël et celle que veut certains pays arabes, contre justement l'axe l'Iran qui, bon, on le sait bien, est chiite et concurrence le sunnisme, qui est actuellement propriétaire de la Mecque. Donc ils sont soit... Alors sunnite veut dire tradition, hein. Chiite c'est lié à Ali, donc le quatrième prophète, qui s'est dit que c'était lui qui aurait dû être choisi et non pas Mahomet. Mais c'est important de rappeler qu'il y a une concurrence entre deux courants religieux, même s'ils veulent le même objectif. Mais j'ai l'impression que d'un côté... en fait, ils ont lu le Coran, c'est-à-dire où il est indiqué très clairement que ce sont les Juifs qui sont propriétaires d'Israël ou du territoire, alors que les chiites, non, veulent imposer autre chose. Y a-t-il une concurrence d'agenda entre ces deux structures? Absolument. Et d'ailleurs, ça fait des années que nous savons qu'il y a des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et Israël donc a essayé donc de se rapprocher donc de l'Arabie Saoudite contre l'Iran et sous l'auspice de Donald Trump, en l'occurrence des accords d'Abraham, comme vous l'avez très justement rappelé. Ce terme de la peur de la paix est très juste à mon avis, ce que vous avez cité. Et on observe, alors déjà, je fais une distinction entre les peuples arabes et les élites arabes. Les élites donc saoudiennes par exemple ou même marocaines, vous avez cité donc le rapprochement avec le Royaume du Maroc. Donc les élites donc qui peuvent envisager un rapprochement avec Israël, ce n'est pas forcément le cas des peuples arabes qui restent quand même entre guillemets solidaires des Palestiniens, et qui voient d'un mauvais œil ce rapprochement avec Israël. Donc quand même, je mettrai, j'opérerai une distinction entre les peuples et leurs élites. Pour ce qui est de la peur de la paix, effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve en Russie. La Russie a peur avait peur que l'Ukraine s'émancipe de la tutelle de la sphère d'influence basée sur la menace et sur les pressions de Moscou, et se rapproche de l'Occident qui rimait plutôt avec liberté, avec émancipation. Et cette peur justement que l'Ukraine fasse le choix du développement, du libéralisme de l'Occident a fait qu'il a envahi l'Ukraine. On retrouve peut-être la même chose ici dans le cas, dans le cas d'Israël, la peur que, que certains accords mettent fin à des tensions qui durent depuis 70 ans et effectivement qui ouvrent une période de relative calme, on va dire, relative paix, allons-y, et certains groupes extrémistes. Dans l'Iran, forcément, l'Iran, je considère que l'Iran est en grande partie à la manœuvre derrière l'attaque du Hamas et du Hezbollah contre Israël. L'Iran a trouvé ici le moyen de rompre ce rapprochement et dans un premier temps, ça a semblé réussir. Mais aujourd'hui, le Figaro a relevé
que l'Arabie saoudite venait de déclarer que le rapprochement avec Israël pourrait se poursuivre après la guerre. Donc, tout n'est pas perdu. Alors pour finir, on va parler de l'élection polonaise du 15 octobre. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer? Puisqu'il semble que les conservateurs aient été bousculés. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les élections là-bas. Est-ce que c'est un suffrage direct, indirect? Bon. Mais par rapport à la Russie et l'Ukraine, mais aussi par rapport à Israël. Alors oui, les élections ont eu lieu le 15 octobre, c'est-à-dire il y a 2 semaines presque. Et le parti au pouvoir conservateur Droit et Justice, donc qui dirigeait la Pologne depuis 2015, donc est arrivé en tête des législatives. C'est un scrutin direct, universel, par liste à la proportionnelle et par circonscription. Donc c'est un système un petit peu complexe, très différent du système uninominal à 2 tours en France. Ici, on a un scrutin proportionnel par liste à un seul tour pour les législatives. Et donc, ce parti conservateur, modérément étatiste polonais, Droit et Justice, est arrivé en tête, mais il n'aura pas suffisamment de députés pour maintenir une majorité à la Chambre basse, donc à la Diète polonaise. De l'autre côté, un bloc d'opposition s'est formé, le bloc arc-en-ciel, parce que c'est une alliance de beaucoup de partis allant de la gauche très gauche à un centre droit modéré. Donc, on a toutes les couleurs dedans, toutes les nuances politiques. Donc, j'appelle ça le bloc arc-en-ciel, qui est parti avec 3 grosses formations à ces élections. Et l'addition de ces 3 formations donne une majorité absolue. Alors, la majorité absolue à la Diète polonaise de 231 députés. Droit et justice, on a 194, donc il en est à une quarantaine de moins que ce qu'il faut. Et le bloc arc-en-ciel, donc de centre-gauche, on va dire, on a 244, donc il en a 13 de plus donc, que la majorité absolue. Donc on pourrait se dire que c'est terminé et donc que ce bloc arc-en-ciel va former une majorité donc à la Diète et former un gouvernement. Donc on est en pleine négociation actuellement, mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que c'est une alliance électorale de partis très divers allant, donc comme je l'ai rappelé, de la gauche-gauche au centre droit, avec des opinions très différentes sur des questions sociétales, de mœurs comme l'avortement. La gauche veut inscrire l'avortement dans le contrat d'alliance gouvernementale et les partis de centre-droite de ces coalitions le refusent. Donc on a déjà l'élection vient à peine de se terminer. Le gouvernement n'a pas encore été formé, qu'il y a déjà des tensions dans ce bloc d'opposition qui est arrivé plus ou moins, on va dire, en tête. Donc rien n'est encore joué en Pologne, c'est très intéressant. Ce bloc d'opposition a donc une position, je ne dirais pas europhile, parce que le droit et justice aussi, les Polonais sont très europhiles. Hein. Personne ne veut ça, aucun parti polonais, sauf un petit parti de droite, droite très droite, mais marginale. Personne ne veut sortir de l'Union européenne. Par contre, droit et justice souhaitait, c'était la politique qu'il menait pendant 8 ans, souhaitait freiner la fédéralisation de l'Union européenne, souhaitait freiner les transferts de souveraineté aux institutions comme la Commission de Bruxelles. Et le bloc d'opposition qui a remporté l'élection, bon, on verra s'il va gouverner, il y a de grandes chances, mais on verra. Lui, il veut au contraire aller dans la direction de la fédéralisation, des réformes des traités européens en vue de la création d'un super État européen dans lequel les pays n'auraient plus de souveraineté. Par rapport à la Russie, alors la Pologne, comme vous l'avez justement rappelé en début d'émission, la Pologne alertait depuis des années sur le retour de l'impérialisme russe. Le président Lech Kaczynski, qui est mort dans l'accident, dans la catastrophe aérienne à Smolensk il y a 13 ans, était allé il s'était rendu en Géorgie lorsque la Russie avait envahi la Géorgie en 2008. Il avait prononcé un discours dans lequel il alertait déjà qu'après la Géorgie, ce serait l'Ukraine, et après l'Ukraine, ce serait les Pays-Bas, puis la Pologne. Il avait été très visionnaire. Et les pays d'Europe de l'Ouest
qui au contraire développait des accords commerciaux économiques avec la Russie, ne voulait pas du tout entendre parler de ça. La Pologne, c'était ce mouton noir en Europe de l'Est qui faisait des affaires avec les Américains, ce cheval de Troie avec le Royaume-Uni, ce cheval de Troie des Américains dans l'Union européenne, et dont il fallait se méfier. C'était la position de la France et de l'Allemagne. C'est toujours cette position-là d'ailleurs. Et il s'est avéré que c'est la Pologne qui avait raison. La Russie est revenue dans le jeu européen. La Russie a montré des muscles. La Russie a relancé sa politique de conquête, sa politique d'expansion impérialiste en Europe de l'Est. Et la Pologne, dont les premiers mois, la première année, suite au déclenchement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, a pris la tête de cette coalition des pays d'Europe centrale et orientale qui ont soutenu le plus possible, l'Ukraine contre l'invasion russe. La Pologne a envoyé des dizaines de chars, des dizaines de blindés à l'Ukraine, alors que la France n'a pas envoyé un seul, par exemple. La Pologne a fait pression sur l'Allemagne pour qu'elle envoie des chars léopards. La Pologne a fait pression pour que des F-16, des avions, soient envoyés à l'Ukraine. Et ce qui a eu tendance à irriter la France et l'Allemagne, qui, s'ils souhaitaient soutenir de façon humanitaire, d'envoyer de l'aide humanitaire à l'Ukraine, ne souhaitaient pas s'engager plus que ça. Et la Pologne a réussi à forcer ces pays-là à envoyer des armes un petit peu plus sophistiquées qui ont permis à l'Ukraine de tenir un petit peu plus. La Pologne et bien évidemment les États-Unis. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La Pologne a toujours une position très pro-ukrainienne. Il y a eu quelques tensions récemment, mais c'est dans le cadre de la campagne électorale polonaise. Ces tensions n'existent plus, c'est terminé. Et la Pologne est engagée, sa position est que l'Ukraine devrait rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Et il y a peu de chances que le prochain gouvernement polonais, que ce soit si, par je ne sais quel miracle, que droit et justice se maintiendraient au pouvoir, ou que ce soit le bloc de arc-en-ciel de centre-gauche qui prenne le pouvoir, il y a peu de chances que le soutien à la Pologne faiblisse, honnêtement. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. On aura l'occasion de vous retrouver ultérieurement dans d'autres entrevues. Je rappelle que nous étions avec le journaliste indépendant Nathaniel Kasterka de Pologne, de Varsovie. Belle analyse. Merci beaucoup pour votre temps. Et merci, messieurs, dames, pour votre attention et à une prochaine émission.